Bonjour, donc pour finir en beauté cette journée Retail Project 2021, la dernière table ronde sur un petit sujet, n'est-ce pas? La marque, le personnel et la technologie au service d'une relation client enrichie. Finalement, qu'est-ce que c'est d'autre le commerce que de chercher à faire commerce, à être de bon commerce avec ses clients? C'est pas un sujet nouveau et la crise sanitaire n'est pas directement liée à ça. Vouloir avoir une relation client plus intense, plus forte, plus riche, plus émotionnelle aussi, ça fait longtemps que c'est sur le dessus de la table des priorités de tous les patrons du commerce. Ça a probablement pris une résonance encore plus forte avec ces derniers mois. Le climat de défiance et donc le besoin de réassurance, le besoin d'accompagnement, le besoin aussi de petites attentions et de réconfort et de gentillesse et de bienveillance qu'on sent de manière très très forte chez les clients. Bon, ok, je vous apprends rien de neuf sur le fait que ce serait bien de faire tout ça et personne n'ira jamais expliquer qu'il ne cherche pas à avoir une relation riche, intense et positive avec ses clients. L'objectif de cette table ronde, c'est donc pas de faire un plaidoyer pour la relation client. C'est d'essayer, et ça va être mon rôle, de vous obliger, au-delà des intentions louables, à essayer de voir concrètement, ok, comment on fait? En pratique, comment on fait pour que cette relation soit la plus riche possible, et notamment cette relation telle qu'elle se vit en magasin, où c'est peut-être... C'est dans l'expérience et dans le vécu que décréter est le moins utile par rapport à mettre en œuvre pour de vrai. Pour parler de ce petit sujet, une table ronde encore assez fantastique. À ma droite, Anne-Laure Couplet, patronne de Burton of London et de Polka. La reprise de Polka étant tellement récente qu'on n'avait même pas eu le temps de l'intégrer dans les programmes. Tu nous diras qui tu es, tu nous expliqueras ton parcours un peu atypique quand même et intéressant. Patrick Seguin, patron de Damar, Damartex en tant que raison sociale, plus connu sous sa marque principale Damar en ce qui concerne la France. Belle entreprise historique et dans lequel la question de la relation client prend des dimensions très singulières. Tu nous en parleras, tu nous diras qui tu es, etc. Cathy Collard-Légère, j'allais dire nouvelle patronne, ça fait combien de temps? Une petite année maintenant. Petite année quand même, de Picard. Et Nicolas Hammer, patron fondateur, cofondateur de Critiseur. Autant les trois autres n'ont peut-être pas tellement besoin de présenter leur entreprise, autant tu nous diras un mot de qui tu es, mais aussi peut-être de ce que fait Critiseur, puisque tu n'as pas encore atteint la notoriété de Picard. Anne-Laure, ta vie, ton œuvre, et puis au-delà de ça, qu'est-ce qui t'a frappé cette année? Qu'est-ce que tu retiens de l'année, toi? Attends, il faut que je te change de micro. On va commencer par Patrick, d'ailleurs. Voilà, on va inverser l'article parce qu'en fait, on n'a que 4 micros pour 5 pour tout vous expliquer. Donc, Patrick, bon, Cédric, la galanterie. Un mot sur toi. Je vais me présenter en 15 secondes. Patrick Seguin. Je suis belge, comme mon accent probablement l'a trahi après 2 mots. Je me considère comme un épicier, si je dois me présenter. Je suis un épicier multiculturel et omnicanal. Épicier parce que j'ai fait toute ma carrière dans la distribution, alimentaire, puis matériel de bureau et textile. Multiculturel parce que, étant belge, je suis au milieu d'un carrefour de culture. J'ai travaillé dans 4 pays. Et aussi et surtout omnicanal parce que j'ai travaillé dans le digital beaucoup, dans la vente par correspondance et dans les magasins et dans le retail, ce que je considère comme une condition pour faire du bon business aujourd'hui. Alors, en un mot, Damartex, c'est un groupe familial de 700 millions d'euros de chiffre d'affaires, dont la marque la plus connue, en effet, est la marque Damar, qui fait 480 millions d'euros de chiffre d'affaires sur les 700 environ. Un modèle très multicanal, on y reviendra, qui en France fait une centaine de magasins, 60 millions sur le web et un business qui se passe bien. Donc ma leçon de l'année, c'est une accélération dans tous les sens du terme. On a changé les modes de fonctionnement en interne, la cliente a changé, les modes de shopping ont changé. Et pour l'instant, pour nous, ça se passe bien. C'est le 2e jour de réouverture. Je viens d'avoir mes chiffres sur la journée et ils sont excellents, donc ça va. Bonjour à tous.
Donc j'ai repris le micro pour vous dire qu'effectivement je suis CEO de Burton et qu'on a racheté Polka 15 février, donc l'expérience est assez courte, mais je vous en dirai quelques mots. Ce qui m'a frappé moi cette année, et notamment aux alentours de ces 3 confinements, c'est des changements cruciaux de consommation et d'attente client qui sont assez drastiques. On parlait tout à l'heure en off de la consommation de costumes. Le télétravail a fait qu'effectivement, les modes de consommation de l'habillement a singulièrement changé au profit de ce qu'on appelle le slow life, et il a fallu savoir s'adapter. Une des deuxièmes tendances de consommation qui nous a frappé, c'est le mouvement des urbains vers la province du fait du télétravail, qui rebat un peu les cartes géographiques de nos boutiques de retail, et ça nous fait réfléchir autrement. Et évidemment, le troisième grand fait qui nous a marqué, c'est ces attentes clients du contact. On parle beaucoup, évidemment, d'omnicanal, de digital, etc. Mais aujourd'hui, ils ont un réel besoin des deux. C'est-à-dire que oui, le digital a été salvateur pour le chiffre d'affaires de toutes les entreprises et pour les clients parce qu'ils ont pu s'approvisionner. Mais ils ont un besoin crucial de contact client, un besoin crucial d'être reconnus, accueillis, choyés, avec une démarche sur mesure pour les accueillir, et on parlera probablement du clienteling lors de ces échanges, mais le clienteling a pris une autre dimension lors de ce confinement. Voilà. Alors bonjour à tous, donc Cathy Collard-Gégère, PDG de Picard depuis presque 1 an maintenant. Donc moi j'ai 26 ans de grande distribution, donc sur des métiers différents, puisque d'abord des métiers opérationnels, puisque j'étais directrice d'hypermarché, et puis des métiers plus stratégiques, puisque j'ai fait du marketing, des achats, de la direction d'enseigne, la direction générale, sur 2 groupes essentiellement. Donc je connais groupe intégré avec Auchan, mais aussi le groupe d'indépendants qui est Intermarché, et sur des territoires différents, parce que j'ai travaillé en France, mais également en Chine. Donc voilà, donc moi je suis arrivée chez Picard en pleine crise sanitaire. Donc ce que j'y ai découvert, c'est tout d'abord des équipes formidables sur lesquelles j'ai pu compter. Et puis effectivement, étant un commerce alimentaire, on a profité de cette embellie, en tout cas de cette année. Donc on a fait une très très belle croissance. Allez, je vous dis un secret, plus 15 donc cette année. Croissance qui s'est traduite par des clients fidèles qui ont été encore plus fidèles. Mais surtout, on a su séduire de nouveaux clients. Donc, à l'heure où je vous parle, c'est pas loin d'1 million de clients complémentaires. Donc, en fait, ça nous laisse augurer de belles perspectives pour l'avenir. Et donc, un contexte riche en opportunités pour démarrer de manière tonitruante un beau plan de croissance qu'on a lancé tous ensemble, effectivement, en septembre dernier. Bonjour à tous, je suis très bien entouré aujourd'hui. Donc Nicolas Hammer, je suis le cofondateur de Critizer. Critizer est une plateforme de gestion d'interaction client. On travaille uniquement avec des enseignes qui ont des points de vente, qui ont aussi des parcours évidemment web, mais avant tout points de vente. On travaille avec ces enseignes-là parce qu'elles ont du staff dans plein de points de vente, dans plein d'établissements. Et on a la conviction que ces équipes sur le terrain sont celles qui peuvent faire la différence à travers le sens du client, ce qu'on appelle nous l'obsession du client. Et c'est ce qu'on essaie à travers de la plateforme d'insuffler auprès des équipes, donc d'être branché, connecté aux clients, toujours proche de leurs besoins. La plateforme va agréger à peu près 70% de feedback, donc de problèmes, de compliments, de remontées autour de la satisfaction client. 20-25% d'avis en ligne provenant de plateformes comme Google My Business par exemple. Et puis c'est assez émergent et ça a beaucoup aussi cru avec le Covid. Des échanges qu'on appelle messaging, qui sont plutôt avant de venir en magasin, je me renseigne sur les horaires d'ouverture qui ont beaucoup changé, sur la disponibilité des produits, donc un nouveau type d'interaction. Et on travaille avec 130 enseignes en Europe principalement, beaucoup dans l'alimentaire, Carrefour, Intermarché, Leclerc, Monoprix et d'autres dans ce secteur-là, à peu près tout le monde effectivement, dans la banque également, dans le textile, voilà, plein d'enseignes avec qui on a la chance de travailler. Et si je dois retenir peut-être une leçon de cette année écoulée, je pense que c'est le rôle et l'importance qu'on a accordé aux équipes en magasin, qui ont eu une flexibilité dont on n'imaginait même pas qu'elle pouvait vraiment changer tout en quelques jours, quelques heures parfois.
Et comme on promeut beaucoup ce qu'on appelle l'empowerment des équipes en magasin, on a vécu ça de très près. Et c'est, je pense, un des enseignements intéressants de l'année écoulée. Donc Nicolas, ton rôle, ce sera de nous donner à chaque fois un éclairage un petit peu plus large au-delà des 3 témoignages, une vision globale de qu'est-ce qui fait qu'on a une expérience, une relation client riche. Et après, vous avez tous les 3 des caractéristiques singulières, si je puis dire, intéressantes. Picard, c'est l'enseigne ou en tout cas, c'est l'une des enseignes préférées des Français. Des fois, c'est Yves Rocher, des fois, c'est Picard, etc. Enfin bon, il y a une relation affective extrêmement forte, alors que c'est du libre service intégral complet. Il va falloir que tu nous expliques pourquoi, parce que ça c'est très intéressant. Damar, c'est un profil de clientèle très singulier, même s'il n'y a pas que des vieux. Quand même, la moyenne d'âge est élevée, et donc c'est des clients avec des... Attention au mot vieux, il y a plein de connotations. C'est dans la tête, ça. Tu nous diras comment il faut dire. Et en tout cas, donc une clientèle senior qui a des attentes relationnelles évidemment un petit peu particulières. Et puis, Anne-Laure, tu as une caractéristique singulière, toi, c'est que tu as travaillé dans la grande distribution et ensuite dans les enseignes spécialisées. Moi, je t'ai croisé, tu étais chez Tati. Après, tu es allé chez Maison du Monde, chez Burton, un peu plus haut en gamme. Et après, tu as racheté Polka. Donc dans le genre grand écart de niveau de gamme, je pense qu'on va avoir du mal à trouver plus... Donc ça sera intéressant que tu nous racontes quels enseignements tu tires depuis le discount et le mass market jusqu'à du très 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 sélectif et à la lisière du sur-mesure. Ça sera intéressant qu'on voit quels enseignements tu peux dégager de tout ça. Cathy, de manière un peu taquine, je te disais... quand on préparait la table ronde, vous m'avez tous dit oui, mais le plus important, c'est la relation, et le plus important dans la relation, c'est la relation vécue en magasin, le contact avec les équipes, etc. Et ça m'a un peu interloqué, forcément, parce que Picard, on voit bien qu'il y a une relation affective extraordinaire entre la marque et les consommateurs, mais j'aurais pas spontanément imaginé que dans la construction de cette relation très très forte, le rôle du personnel était considéré par vous comme tellement clé, puisqu'après tout, c'est du libre-service intégral, Picard. Absolument, mais ça fait partie des 2 piliers forts historiques de la marque. Le premier, c'est bien sûr le produit, plus que jamais sa qualité, ses recettes qui sont fabriquées en interne, et c'est la première raison de venue dans nos magasins. Le deuxième, vous voyez, quand je suis arrivée il y a un an, je regardais tous les verbatim, les enquêtes clients, eh bien c'est la relation client que l'on vit en magasin, qui est extrêmement forte. Alors, il faut savoir que c'est un métier chez Picard extrêmement centralisé. Nos équipes en magasin ne décident pas des prix, des promos, de l'implantation des magasins. En revanche, leur territoire d'expression, vraiment leur terrain de jeu, je dirais, est la relation client. Donc là, c'est là où ils prennent toute leur puissance. Et puis, ça commence finalement du recrutement, où on cherche plutôt, on appelle ça maintenant les soft skills, effectivement, dans les gens qu'on recrute aujourd'hui. Ça va jusqu'à la formation, où effectivement 2/3 quand même de la formation du personnel magasin est consacrée finalement à cette relation client, donc extrêmement important, et elle est dispensée par des collaborateurs magasins. Donc là aussi, il y a une forme de transmission qui est réalisée, et jusqu'à la valorisation. Parce que sachez que voilà, une journée par an, on récompense, on fait monter sur le podium les meilleures équipes, puisqu'on a des clients mystères, vous savez, qui viennent effectivement auditer nos équipes, et on fait monter sur le podium sur cette journée nos équipes qui ont effectivement été les mieux notées. Et ça fait partie aussi des bonus de leur manager, que d'être incentivé effectivement sur cette relation client. Donc une grande cohérence, et qui est un pilier redoutable en tout cas de la relation à la marque. Tu considères que Picard est d'abord une marque avant d'être une enseigne ? Alors Picard, c'est une marque d'enseigne et c'est une marque produit à l'heure actuelle. Et notre rôle, en tout cas cette année, ça a été justement de pousser cette plateforme de marque pour qu'elle devienne une marque citoyenne et une marque employeur également, puisqu'elle elle est surtout associée finalement à ses produits. Et désormais, dans la plateforme de marque, c'est comment cette marque, on la rend plus inclusive finalement, parce que notre plan de croissance dont je vous parlais tout à l'heure, c'est aussi un vrai plan de conquête. Alors, conquête de nouveaux services, de nouveaux territoires, mais aussi de nouveaux clients. On venait d'en parler en introduction, donc besoin effectivement de la rendre plus inclusive. Oui. Donc on reviendra sur effectivement comment tu veux, au-delà de l'expérience en magasin sur laquelle tu capitalises
beaucoup à travers du personnel. On reviendra sur ce que tu veux faire, sur comment tu veux rapprocher la marque. Absolument. Pour le coup, et l'élargir. Patrick, donc te poser la même question, mais la réponse forcément dans des termes un peu différents. C'est-à-dire que toi, tu es dans un métier de vente accompagnée et avec une clientèle qui a sans doute un besoin d'accompagnement ou un désir en tout cas d'accompagnement peut-être un peu plus fort. C'est quelque chose qui est très, très fort dans l'ADN de Damar, cette relation vécue magasin. C'était intéressant d'écouter Cathy parce qu'il y a beaucoup de points communs, même si en effet on est à l'opposé du libre service. On est dans la vente accompagnée. Le point commun, c'est la puissance de la marque et l'importance de la marque. Et derrière une marque, ce qui fait la force de Damar depuis 65 ans, c'est un contact humain qui traduit dans une relation, dans un produit. Nous sommes une marque produit avant d'être une marque enseigne, toutes les valeurs de la marque. Et j'ai passé beaucoup de temps, j'imagine, comme toi, en magasin, en arrivant au début pour comprendre cette relation. On a la chance également d'être omnicanal et d'écouter. Je fais beaucoup d'écoutes clients en centre d'appel. Notre cliente a 65 ans d'âge moyen. C'est une senior qui aujourd'hui est vivante et elle a 25 ans devant elle de vie en bonne santé. Donc il faut casser le mythe. Et la relation client, même si la technologie, on va y revenir, peut jouer un rôle, la relation client, l'écoute, elle est vraiment essentielle. C'est chez Damar que j'ai découvert que le terme anglais recruter sur de l'attitude et développer l'aptitude a tout son sens. Quand on partageait ensemble avant, je t'expliquais la manière dont on fait le recrutement de nos conseillères en magasin. On ne fait pas de test psychotechnique, bien sûr on fait une interview, mais ce qu'on fait, c'est qu'on met la personne sur la surface de vente. Et en 1 heure, on voit. On a coutume de dire chez Damar, il faut aimer les gens. Et je considère que ce n'est pas uniquement propre à notre clientèle de 65 ans. C'est de manière générale la distribution, il faut aimer les gens. Il faut savoir les écouter, les accompagner. Et même si on va y revenir, la technologie joue un rôle. Être capable d'écouter et d'être au rendez-vous des émotions de la cliente est vraiment un point différenciant. Et oui, on est très omnicanal. Un des chevals de bataille que j'ai tenu depuis 12 ans et que je ne lâcherai pas, c'est que nous avons des centres d'appel dans les différents pays dans lesquels nous sommes implantés. Et tous nos centres d'appel sont locaux. Et je ne sous-traiterai pas nos centres d'appel. Quand on a une cliente peut-être un peu plus âgée au téléphone qui téléphone de l'Auvergne profonde, il faut l'écouter. Bien sûr, on mesure les indicateurs de performance d'un centre d'appel. Mais un indicateur qu'on ne communique pas, c'est la durée de l'appel, par exemple. Même si, sans faire mauvaise presse aux acteurs télécoms, on essaie de réduire le temps d'appel. Il faut donner son temps, il faut écouter la cliente, elle vous le rendra 100 fois. C'est la même chose chez nous, en fait. On a des centres d'appel aussi internalisés depuis 1985. Je crois que c'était précurseur. Et c'est très drôle parce que on a 8 personnes, en fait, et qui s'en occupent. Ce sont des personnes qui ont 20 ans d'ancienneté et qui sont passées dans différents métiers pour justement avoir toute cette connaissance de l'entreprise, toute cette empathie, tout cet attachement à la marque qu'elles doivent retraduire finalement à l'occasion d'un coup de téléphone. Donc voilà. Et pour comprendre la marque, moi je dis à tous les nouveaux collaborateurs qui nous rejoignent, allez en magasin et allez au centre d'appel. Bien sûr. Allez écouter la cliente et voir en effet des conseillères qui ont 20 ans de maison, qui connaissent le produit parfaitement, ce qui est une condition clé, mais qui connaissent la cliente également. Sur ce sujet justement de l'interaction, on remarque beaucoup d'enseignes avec qui on travaille qui s'émancipent aussi des sujets NPS, mesures pures et dures, et qui vont sur la mesure de la qualité de la relation, en s'émancipant, en disant on peut avoir des problèmes, c'est pas grave, justement c'est presque une opportunité de se lier avec le client. Par contre, on va mesurer le taux de réponse, la qualité de la réponse, la qualité de l'interaction. Et du coup, ce qu'on voit, c'est que cette qualité d'interaction, quand elle progresse, ce qui suit derrière directement, c'est la qualité de la satisfaction client. C'est la progression de la satisfaction client. Donc c'est tout ce qui annonce derrière l'engagement finalement des collaborateurs sur le relationnel. Je partage le NPS, on le mesure, j'imagine que d'autres le font également. Mais le NPS n'est que la mesure. Ce qu'il faut, c'est aller comprendre derrière les actions, les leviers qu'on peut avoir pour faire progresser le NPS. Et ce que tu dis, c'est que c'est comme dans un couple. Si la communication est bonne, le résultat sera bon, quoi. Exactement. Et que du coup, il faut encourager la communication. Si on prend de l'analogie, il faut créer des moments de discussion pour faire en sorte que les problèmes ils émergent. Donc libérer la parole des clients le plus possible,
ouvrir des canaux de collecte les plus variés, aller sur des WhatsApp, aller sur le site évidemment, du texto, des clients qui sont moins digitaux, on va le retrouver dans un texto, c'est facile d'envoyer un texto à son magasin en disant ça n'a pas été ou ça a été. Donc faire varier les canaux, encourager la communication et pas se formaliser sur le problème. Il ne faut pas juger le problème. À la limite, si un magasin a que des problèmes, c'est parce que pas une mauvaise nouvelle. Il y a encore beaucoup de gens qui, dans la distribution, quand tu parles avec eux dans le retail, qui disent bah oui, mais plus de feedback, c'est plus de problèmes. Donc si j'ai pas de feedback, moi je suis pas emmerdé par mes clients. Ça arrive. Ça existe ça encore, arrive. Ça arrive localement, on va dire. Il y en a qui ont encore cette. Je connais mes clients, je les vois, je leur parle. Mais très vite derrière, lorsqu'on commence à créer l'interaction et qu'on voit aussi l'impact business, parce que c'est ça qui compte à la fin, le nombre de clients récupérés, qu'on mesure directement en disant vous avez récupéré 70% de vos clients mécontents. Tout de suite, là, on se dit finalement, c'est peut-être pas mal, je vais encourager les clients à s'exprimer. Ça évolue. Alors, sans parler des outils, mais plus de l'importance ou de la philosophie, entre Carrefour, Tati et Polka, qu'est-ce qui te frappe, toi, sur l'importance relative du rôle de la relation, bien sûr, et du rôle du personnel dans la relation? Est-ce que, par exemple, quand on était chez Tati, on dit, de toute façon, la relation, mon pauvre, t'es dans le discount, donc bon, c'est pas cher, donc nous embête pas, hein, c'est pas cher, donc tu t'en as pour ton argent? Ou est-ce qu'à l'extrême inverse, chez Polka, les gens viennent de toute façon pour le produit et à la limite, le personnel et la relation n'est pas importante? Ou est-ce que c'est important tout le temps et est-ce que c'est les mêmes leviers? C'est important tout le temps, mais le temps a évolué entre ma vie chez Carrefour, chez Tati et aujourd'hui chez Burton et Polka. D'abord, le mode de consommation, j'en parlais tout à l'heure, a évolué. Il a évolué à un titre, et moi ça m'a frappé quand j'ai intégré Polka, c'est que les anciennes techniques de retail et l'incentive donné aux équipes en magasin était la remise. Donc vous rentriez dans un magasin de retail, on vous disait « Bonjour madame, vous avez moins 50% aujourd'hui ». Et moi j'ai été frappée par cette culture-là du retail des 20 dernières années, et que ce soit dans le discount, que ce soit dans le retail même premium, dans les équipes chez Burton, de toute façon, les équipes étaient omnubilées par le plan d'animation commerciale qui devait être drivé par de la promotion parce que c'est comme ça qu'ils atteignaient leurs objectifs. Donc ils achetaient leur chiffre d'affaires et ils achetaient leurs primes. Là où je te dis qu'il y a 2 temps dans tout ça, c'est que au-delà des enseignes et des sociétés dans lesquelles j'ai été, je pense que le client en a marre. Le client n'a plus envie de ça. Le client a envie qu'on lui parle de la marque, du produit. Et ça m'a frappé chez Polka parce que la promotion n'est pas un sujet. En fait, il n'y a pas de promotion. Hormis les ventes privées et les soldes, ça n'existe pas. Les clients ont besoin qu'on leur parle à eux, qu'on s'intéresse à eux, qu'on leur parle de la marque, de leurs attentes, que si c'est un client VIP, qu'on lui fasse une journée personnalisée ou une heure personnalisée, qu'on ferme le magasin pour lui, qu'on lui ait préparé son vestiaire à l'avance, qu'on lui fasse la vente par smartphone de chez elle, qu'on lui réserve, qu'on lui fasse livrer chez lui, qu'il essaye, qu'il puisse ramener, etc. Donc, ils ont des attentes dans le luxe qui sont complètement à l'opposé de ce qu'on peut connaître dans le retail, a fortiori encore chez Tati. Chez Tati, le client était omnubilé par le billet de 20 €. Il avait un billet de 20 € à dépenser. On a travaillé avec Cédric sur ce sujet-là, puisque Diamart était conseil de Tati à ce moment-là. Et il fallait qu'on puisse mettre le maximum de pièces dans un billet de 20 € et que la sortie shopping du week-end du couple puisse répondre à cette problématique. Donc, tout ça pour dire que oui, en fonction des enseignes, il y a des attentes différentes des clients. En fonction du portefeuille du client, évidemment, il y a des attentes différentes et la promotion sera toujours un moteur. Mais je pense que même dans des enseignes de retail aujourd'hui, le client attend autre chose que de la promotion. Il attend de l'ultra-personnalisation. Bonjour madame Tartampion, je suis ravie de vous voir. Je vous ai préparé votre vestiaire, et ça grâce à quoi? Grâce à un outil qui s'appelle le clienteling. Et le clienteling, que vous soyez d'une enseigne de discount, que vous soyez une enseigne de retail milieu de gamme ou que vous soyez une enseigne de luxe, vous pouvez récupérer de la data. Le portefeuille des 100 meilleurs clients de la boutique, il peut être tout à fait travaillé si vous dépensez 50 € que si vous dépensez 5 000 €, parce qu'on a la chance d'avoir des paniers à 5 000 € chez Polka. Voilà. Et à la fois, j'ai le sentiment que ça ne s'oppose pas.
Enfin, moi, je vois enseigne de retail et forcément, on a de la promo également. Mais à la fois, finalement, on ne drive pas tant nos collaborateurs sur la promo, mais plus sur la recette de cuisine, sur le produit. Vous voyez, là, on sort un gâteau pour la fête des mères. Je vous invite à aller le goûter. Jolies fleurs, création Picard, quelque chose de formidable. On va envoyer nos enfants. Pardon. On va envoyer nos enfants. Absolument. On va vous offrir des fleurs à manger, là, pour le coup. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'effectivement, nos équipes sont passionnées et nos formations, on en parlait tout à l'heure, c'est pas tant pour relayer le plan d'animation, mais c'est comment le produit a été cuisiné, comment il a été fabriqué. Et là, on leur envoie, par exemple, voilà, le bon d'achat qui va bien pour goûter le gâteau. On fait ça aussi, voyez, pour Noël, où effectivement on invite nos équipes 2 jours pour déguster tous les produits, leur expliquer comment ils ont été fabriqués, de quoi ils sont faits, pour effectivement, là pour le coup, ils soient au service du produit. Et finalement, on a quand même un plan d'animation commerciale en parallèle. Donc je pense que... Mais je suis complètement d'accord avec toi. Je pense que voilà, ça ne s'oppose pas. En fait, ça vient aussi de la direction et de la direction commerciale. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous incentivez vos équipes et que le moteur... ce n'est que le chiffre d'affaires. Ou, pour répondre à ce que vous disiez tout à l'heure, l'encartage, c'était le mot à la mode il y a quelques années. Il fallait encarter pour avoir un maximum de data, mais sans donner de sens à tout ça. Donc ça encartait, mais ça ne qualifiait pas. On rentrait n'importe quel nom, n'importe quel numéro, etc. Et en fait, aujourd'hui, on se rend compte que les équipes magasins ont besoin d'un autre moteur. Et on a mis du temps à leur expliquer que c'était beaucoup plus valorisant d'expliquer à un client que le produit était en laine, en cachemire, en coton, qu'il était fabriqué par telle usine, etc., plutôt que de dire vous avez moins 50. Ça n'empêche pas le moins 50, mais c'est le discours qu'on tient au client et le discours que les équipes commerciales tiennent au magasin qui fait qu'on valorise aussi le travail du magasin, et si le vendeur est valorisé, il va valoriser son produit et valoriser son client. Je pense qu'il faut peut-être faire la différence un plan commercial est plus que de la ristourne. Et on est rentré dans le monde de l'événementiel. Il faut que la cliente ou le client trouve une raison pour venir en magasin. Et cette raison peut être une ristourne, mais surtout un événement, comme le gâteau de fête des mères ou un mini défilé ou autre. Sur les équipes magasins, je pense que ce qui a changé également, c'est qu'on vient d'un monde avec un peu une guerre des canaux. On a la chance chez Damart d'être très multicanal. Sur la France, on va faire 35% en magasin, 30% en web, 35% en VPC traditionnel. Et il y a quelques années, les équipes magasins étaient encore très frileuses pour promouvoir la vraie démarche multicanal. Et on a dû investir beaucoup de temps, beaucoup d'accompagnement, beaucoup de formation, en utilisant des outils comme de l'e-learning et autres, pour leur donner les outils pour accompagner la cliente. Ça ne se décrète pas. C'est un travail de fond pour qu'en effet, un des points qu'on a changé, c'est par exemple, tu parlais de primes pour les magasins. Aujourd'hui, dans nos magasins, la directrice a une prime sur la zone de chalandise, le chiffre d'affaires dans la zone de chalandise, qui inclut le chiffre d'affaires réalisé sur le web, par exemple, pour justement quitter ce monde de on va faire le chiffre du mois et c'est le chiffre uniquement. C'est aller chercher le chiffre de la région et parler client, et plus que de parler ristourne ou chiffres. C'est un monde qui bouge très très vite. Donc on voit bien qu'on parle que des gens, ce qui est plutôt pas mal, satisfaisant. Le Critiseur, ça vend des outils, mais c'est marrant parce que quand on t'écoute, toi aussi tu parles que des gens finalement. Donc c'est ça le rôle des outils et du digital et de la technologie dans le retail de demain, c'est de libérer l'humain. Ouais, c'est bien, libérer l'humain, c'est pas mal. Je pense que c'est de faciliter et de recentrer sa valeur ajoutée là où il en a réellement. C'est-à-dire que pour moi, dans l'interaction, dans la relation. Il va y avoir, évidemment, puis ça fait comme longtemps on en parle, de la technologie qui entre dans le magasin, des caisses chez Amazon Fresh qui sont même plus sans contact, on quitte, voilà. Donc il n'y a même plus de contact en caisse, qui était un peu le moment où il y avait forcément une interaction, il n'y en a plus du tout. Et quand on regarde le magasin Amazon Fresh, par contre, tout le staff qui était en caisse, maintenant il est dans le magasin. Et il vient à la rencontre des clients, il vient échanger avec le client, il lui parle d'autres choses. Et pour moi, toute la technologie qu'on fait rentrer, la nôtre y compris, elle vient là pour renforcer le lien, parce que finalement, ce qu'apporte un magasin par rapport à un site web, c'est cette interaction physique entre les équipes, la marque et le client. Et plus on arrivera à faciliter cette interaction, plus on arrivera à créer ce lien humain,
plus on fera la différence par rapport à des acteurs purs online. Nous, on dit avec beaucoup de calme, si une enseigne comme Carrefour, comme Auchan veulent résister à Amazon, ils doivent garder ce lien. On dit créer une émotion. Amazon, j'aime beaucoup Amazon, hein, mais il n'y a pas d'émotion. C'est extrêmement froid. On arrive, on commande en ligne, tac, c'est extrêmement efficace. On aime ça, hein, mais derrière, on a un livreur qui n'est pas quelqu'un d'Amazon. Donc en fait, on ne connaît personne d'Amazon. On n'a pas de lien avec Amazon. Et Amazon va tout faire pour éviter le contact. Ouais. Donc si on veut finalement faire la différence, elle se fait par ce lien humain. Et si par la technologie, on libère du temps pour passer du temps de qualité avec les clients, de conseils, d'accompagnement, pour moi, on fait la différence à travers ça. Oui, un exemple chez nous, ça s'illustre très bien parce qu'effectivement, on a doté nos équipes finalement d'une tablette qui leur permet les tâches qu'elles faisaient dans les bureaux finalement cachés du client se font désormais au plus près du client en magasin et leur permettent effectivement de voir un client, de lever la tête et régulièrement d'être au service du client. Et tu parlais de polyvalence aussi, c'est exactement le sens aussi du métier chez Picard, c'est que nos équipes sont polyvalentes sur toutes les tâches, ce qui permet effectivement d'avoir cette agilité pour être au plus près du client. Et c'est marrant, quand tu parlais d'Amazon, je me disais, et nous, à l'inverse, on a investi du temps en caisse. C'est un petit peu paradoxal, parce qu'on est encore, finalement, je pense, la dernière enseigne de retail alimentaire qui en sachons. Et c'est devenu un service signature, en tout cas chez Picard, où on met effectivement dans votre glacière les articles, parce que en plus, nos équipes sont imbattables au Tetrix. Vous avez vu, pour mettre effectivement dans la glacière le maximum, imbattable, je vous le dis. Donc on investit justement ce temps en caisse. Quand tu disais c'est du libre service, mais c'est pour ça qu'on se trouve des petits moments finalement où c'est incontournable, on est dans l'échange et là se dit est-ce que vous avez trouvé tous vos produits? Ah, vous avez mangé ça, moi aussi je l'ai goûté, et vous savez que blablabla, blablabla, et on se crée ce moment à travers ce service signature. Dans les 13 millions, je me permets, dans les 13 millions de remontées qu'on a chaque année, il y a une partie de compliments qui est très importante, et ces compliments portent en grande majorité sur le personnel. Et c'est ce qui ressort en fait. On ne parle pas du nouveau mobilier qui est beau, etc. On parle des relations des gens. Et c'est bien que c'est quand même l'élément pour lequel on va en magasin finalement. Je pense que la technologie permet d'améliorer le contact client également. On a également des tablettes en magasin qui nous permettent, parce que presque 100% de nos ventes sont suivies, notre client vient en magasin, on est assez fort sur le pantalon par exemple, avec beaucoup de formats et de taillants différents. Et la cliente va revenir et dire « mais j'ai acheté un pantalon chez vous il y a 6 mois, et directement madame votre nom ». Et on va retrouver le pantalon. Et donc, c'est un bel exemple pour moi. Il y a un enjeu de bien aller. Il y a un enjeu de bien aller. Le pantalon sur une cliente de 65 ans, la morphologie est très importante. Et on a une gamme de pantalons très développée qui touche toutes les morphologies. Donc, la cliente va revenir et on va retrouver le pantalon qu'elle a acheté il y a 3 mois, 6 mois, voire 1 an. Et c'est un bel exemple de comment la technologie peut être au service du vendeur. L'autre exemple, c'est la chaussure. La chaussure, on peut acheter en effet 5 paires différentes chez Sarenza ou chez Zalando, les essayer et puis retourner celles qui ne vous plaisent pas. Ou bien on peut se faire accompagner. Et la chaussure, pour nous, est une vente qui prend du temps, on le mesure, et c'est vrai qu'en magasin, une vente de chaussures, ça prend 10-15 minutes, mais ça vaut l'investissement parce que la cliente aura un service, aura un suivi et pourra retourner son produit, se le faire livrer après s'il manque en magasin. Il faut utiliser tous les canaux pour une expérience de qualité. Mais il faut des vendeurs qui connaissent le produit, qui sont formés sur le produit et qui ont accès à la donnée client pour l'accompagner au maximum. Alors, tu nous as parlé de clienteling, tu as sorti le gros mot tout à l'heure. Donc, concrètement, qu'est-ce que tu mets derrière? Qu'est-ce qui te paraît réaliste, déployable, y compris en dehors de peut-être un peu généralisable, en dehors d'une enseigne comme Polka où on a un niveau d'accompagnement et de panier qui permet de se payer des choses qu'on peut peut-être pas se payer dans d'autres secteurs. Mais comme tu as connu aussi les autres secteurs, si tu devais revenir vers sinon du mass market, en tout cas du retail un peu plus large, qu'est-ce que tu retiendrais de ce que tu as découvert et des types d'outils ou de process que tu as pu mettre en place Chez Burton notamment, on a le même outil, le même type d'outil, c'est-à-dire que les vendeurs sont équipés de portables, ce ne sont pas des tablettes parce que
On veut qu'ils soient assez mobiles dans le magasin pour accompagner le client. Et en fait, sur ce portable, ils ont accès à toutes les données des clients. Donc, c'est un peu ce que tu disais. Quelle que soit l'année de leur achat, ils ont accès à de la donnée, leur nom évidemment, leur date de naissance, quel type de produit ils achètent, pour hommes, pour femmes, les deux, les tailles qu'ils achètent, les couleurs qu'ils achètent, le panier moyen, leur chèque fidélité. Typiquement, ils peuvent avoir dans une semaine un chèque fidélité à disposition. Donc ça permet, que ce soit par téléphone ou en live dans le magasin, madame, vous avez, rappelez-vous, un chèque fidélité qui vous attend, je vous ai préparé votre vestiaire. Donc ça permet 3 choses: d'aller chercher le client en phoning. Ça permet d'aller accompagner le client quand il arrive dans le magasin et le reconnaître. Et ça, les clients adorent ça. Alors, on a la chance chez Burton d'avoir un réseau de province essentiellement. On a quelques magasins parisiens, mais on a surtout des magasins de province. Et j'ai coutume de dire que Burton doit être demain l'épicier du coin de la zone de chalandise. C'est-à-dire qu'il doit connaître ses clients, il doit appeler les gens par leur nom. Ce ne sont pas des grosses agglomérations qui font qu'il y a des millions de clients qui viennent dans le magasin. Donc, on doit vraiment être le magasin de proximité du textile. Et pour ça, cet outil permet effectivement, au-delà du nom de la personne, mais d'avoir une vente sur mesure et surtout d'accompagner le client dans la vente, voire de fermer le magasin une demi-heure avant ou d'ouvrir le magasin une demi-heure avant pour accueillir le client. C'est la fin du taylorisme appliqué à la distribution, donc ce que vous décrivez tous là d'une certaine façon. Ce qui est amusant, c'est que dans la table ronde précédente, où on parlait plutôt des rôles du magasin, des tâches, des fonctions logistiques, etc., du point de vente, et il y avait Romain Mullier, par exemple, de Pickwick Toys, qui disait il y a très longtemps, le petit commerçant, il savait faire tout ça. Il connaissait ses clients, il faisait tout. Et puis, on a, avec la grande distribution, pour être capable de gérer des volumes beaucoup plus importants, on a spécialisé, taylorisé, anonymisé, standardisé, etc. Et la technologie permet aujourd'hui de réintroduire des dimensions de personnalisation, de contact, d'enrichissement, de polyvalence, etc. etc. Et pour les équipes, donc de réenrichissement de leur rôle, mais de le faire de manière rentable. Et c'est ça le rôle de la techno, c'est aussi de permettre de faire des choses que finalement on savait faire, mais qu'on ne sait pas faire de manière rentable et massive si on n'a pas les outils techno qui vont bien. Complètement. Quand je regarde ce que est capable de faire un magasin comme des magasins comme Nocibé, on parle de centaines d'échanges par mois avec leurs clientes suite à des achats, avant des achats, etc. C'était proprement impossible de le faire avant, ou alors il fallait prendre énormément de temps pour revenir à des outils beaucoup plus traditionnels. Donc oui, ça libère beaucoup le champ des possibles. Ça change quand même beaucoup de choses aussi dans le rôle des équipes en magasin. Et il y a un accompagnement, je pense, à avoir vers ces équipes. J'ai en tête des exemples dans la grande distribution alimentaire où des responsables de rayons boucherie, par exemple, maintenant sont amenés à répondre à leurs clients. Donc on descend vraiment dans les équipes sur le terrain qui prennent la main sur la relation avec des clients qui ont fréquenté les rayons boucherie, qui ont été contents, mécontents, et qui sont maintenant amenés à répondre. Donc là, on est vraiment dans le multitâche, mais il faut les aider. Il faut les former, et c'est pas... Parce que ce que disait Cathy ou Patrick, puis je suppose que chez Burton c'est un peu différent, c'est de la vente accompagnée, donc c'était peut-être plus natif, mais c'est que vous tous les deux, manifestement, votre entreprise recrute depuis longtemps sur la base de... Vous recrutez des gens qui aiment les gens, quoi. Voilà. Et ça fait partie des critères de recrutement de manière importante depuis longtemps. Mais ce n'est pas le cas de la plupart des distributeurs. Dans la majorité de la distribution, on ne recrutait pas les ELS ou même les vendeurs, pas principalement sur les soft skills. Les hôtesses de caisse. Les hôtesses de caisse. Alors les hôtesses de caisse, absolument. Vraiment. Enfin, moi, j'étais chef de secteur caisse dans mon jeune temps, quand j'étais chez Auchan. Et là, pour le coup, le SBAM+, qu'on connaît chez Auchan, c'était vraiment la clé d'entrée du recrutement des hôtesses de caisse, pour le coup. Oui, oui. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup de profils où on a été chercher notamment des vendeurs pour leur connaissance produit, des expertises, ou leur efficience métier, commerciale. Expertise métier, des bouchers, des boulangers, absolument. La capacité d'empathie, de bienveillance, etc. n'a pas forcément été ce qu'on leur a dit qu'ils devaient faire comme job, quoi. On les a pas recrutés sur ces bases-là.
Donc Absolument. ça veut dire qu'il y a des besoins d'accompagnement, de migration. Enfin, les gens sont capables on peut amener les gens à découvrir ces compétences. Moi, je suis un grand fan en management du et. Tu peux pas aimer les gens et être ignorant en informatique ou en digital. Je crois qu'un des gros défis des retailers d'aujourd'hui pour les équipes, c'est l'acculturation digitale. C'est qu'en effet, on a des conseillères de caisse, des conseillères de vente au téléphone qui sont brillantes dans l'écoute client et qu'il faut accompagner pour qu'elles utilisent les outils. Ce que tu faisais comme référence, mais on a des responsables de magasins qui ont vraiment du mal à faire le pas. Et notre rôle, c'est d'accompagner les équipes à cette acculturation digitale également pour tirer le maximum de l'outil pour améliorer la relation client. Donc c'est il faut aimer les gens et savoir utiliser les outils de demain. Je voudrais répondre à ce que tu disais. Je pense que même dans la vente accompagnée, on a pris tellement de travers pendant des années de mass market, c'est-à-dire les indicateurs, on les connaît tous, hein, le TT, le panier, l'indice de vente. Et en fait, ils ont été éduqués, piqués à ces KPI-là. Et toutes les heures, ils sont derrière leurs écrans pour voir leur TT, leur IV, leur panier, etc. Et finalement, ils en ont complètement oublié la relation client. Et là où je ne suis pas complètement d'accord, c'est que même chez nous, dans le textile, qui est censé être une vente accompagnée, mais il n'y avait plus d'accompagnement du tout, en fait. Ils étaient omnubilés par leur taux de transfo et tout ça. Et en fait, c'est pas simple, même dans un ADN de marque de vente accompagnée, c'est pas simple de faire évoluer les gens. Ils sont pas forcément à l'aise à aller discuter avec le client. Alors, sauf quand on est vraiment dans une toute petite ville où là, il y a historiquement un lien avec les clients, mais dans les plus grandes villes, ils sont pas forcément à l'aise pour renouer une vraie relation, les appeler au téléphone. Ça a pris du temps, il en faudra encore. C'est pas gagné. On a parlé beaucoup du personnel de vente magasin. Je pense que dans une entreprise de distribution, il y a également les bureaux centraux. Une initiative qu'on a prise il y a maintenant 3 ou 4 ans, c'est qu'on a créé dans nos bureaux un Customer Lounge. C'est-à-dire que plutôt que de faire des groupes quali dans des hôtels partout en France, on invite nos clientes chez nous au bureau. Alors, évidemment, les équipes informatiques, produits, finances, elles ne vont pas toujours écouter, mais on voit les clientes qui rentrent. On a une vitre sans teint, il y a toujours des gens de tous les services qui viennent écouter. Et c'est rendre le client visible également pour les équipes centrales. Les équipes de création de collection, bien sûr, elles vont en magasin. Pas souvent, pas assez souvent. Mais nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé d'amener la cliente et on montre des collections et on discute avec la cliente toutes les semaines au bureau. C'est l'esprit de Decathlon où il y a une partie des équipes de centrale d'achat qui sont dans les magasins. Ah ouais, je connais pas des... C'est formidable ça. Nicolas, un mot sur cet accompagnement des équipes ou sur la partie appropriation de cette culture client par les équipes? Elle se fait finalement assez bien. Enfin, nous, de ce qu'on a pu percevoir, c'est que dès lors qu'on met les bons outils, et quand on dit bons outils, il faut prendre les références qu'ils utilisent dans leur vie personnelle, avoir la même qualité d'outils, retrouver les mêmes standards. L'adoption se fait bien s'il y a un bon socle de formation au démarrage. Donc nous, on a un système de vidéos de formation intégré dans la plateforme qui réexplique. Il y a un moment où j'insiste beaucoup parce que j'ai 3 CEO autour de moi, ça va porter par la direction générale. C'est extrêmement important. La première vidéo dans la formation, c'est toujours le CEO qui réexplique l'importance du client, pourquoi on fait la démarche, qui donne du sens à la démarche. Ça, c'est important, ça vient de partout, il faut que ça saute partout. Et ensuite, l'adoption de l'outil, elle se fait très bien. On a toujours à peu près 60% des magasins qui vont jouer le jeu tout de suite. On en a 30% qui vont mettre un petit peu de temps, il va falloir les accompagner. On a des personnes nous, qui vont sur le terrain, qui font des webinars, qui vont main dans la main les encourager à répondre. Il y a toujours 10%. Voilà, ça sera beaucoup plus dur, on mettra beaucoup plus de temps, on y viendra. Mais l'adoption est plutôt bonne quand elle est accompagnée. C'est la vraie vie, ça. Alors, on a beaucoup parlé de l'expérience, de la relation au travers de l'expérience vécue dans le point de vente et au travers du contact avec l'équipe. Donc, vous dites tous que c'est quand même là que se construit la vraie relation profonde et émotionnelle et intense. C'est quand même beaucoup là qu'elle se construit. Maintenant, il y a aussi quand même d'autres leviers, d'autres moments de contact avec la marque.
Donc parlons un petit peu de la marque, justement. Cathy, quand on préparait, tu m'as dit une chose qui était intéressante, quand tu me l'as dit, ça m'a paru évident, mais en fait, je ne me l'étais jamais formulé. Tu disais, Picard est une entreprise très relationnelle au travers de ses équipes, de la relation affective, etc. Mais en fait, on n'est pas une marque relationnelle au sens où on n'a pas un comportement de marque qui va vers les gens et qui active les leviers d'une marque relationnelle. Est-ce que tu peux nous décoder un petit peu ça? Mais c'est absolument ça, c'est un petit peu le paradoxe, c'est que aujourd'hui la marque a toujours sublimé finalement ses produits. D'ailleurs, dans toutes les campagnes publicitaires, vous ne voyez que du produit. Et pour le coup, elle se disait c'est en magasin que va se jouer l'émotion. Donc désormais, je vous disais, quand on est sur un plan de croissance important, bien on se dit ça va passer par de la conquête et notamment par de la conquête de nouveaux clients. Donc il est important finalement que cette marque devienne plus inclusive et s'adresse aussi aux clients et montre tous les instants de consommation. Donc c'est l'objet de notre nouvelle plateforme de marque qui s'appelle Bienvenue, d'ailleurs qui montre et qui met en scène des humains. Pour le coup, c'est la première fois dans l'histoire de Picard, mais qui montre tous les instants de consommation et surtout qui illustre finalement toutes les réponses qu'on peut apporter. On en parlait tout à l'heure, vous savez cuisiner, bah, très bien, venez chez nous, votre valeur ajoutée n'est pas dans l'épluchage des légumes, et nous, vous avez des produits bruts épluchés. Vous ne savez pas cuisiner, bah, venez chez nous, vous avez effectivement des plats cuisinés. Donc tel que vous êtes vegan, venez chez nous, vous consommez du bio, venez chez nous. Et puis, c'est même aller plus loin, c'est de se dire et finalement comment on l'incarne. Donc, on aimerait être aussi la marque qui génère le co. Donc, désormais, on va commencer cette année à co-construire finalement certaines recettes avec nos clients. Donc, c'était jamais fait. Donc, créer aussi une communauté. Donc, il n'y a pas de clients ambassadeurs, il n'y a pas de communauté Picard. Alors, il y a plein d'enseignes qui créent des clients ambassadeurs ou des communautés. On se dit, mais tu veux créer une communauté compte tenu de ta relation pauvre avec tes clients. Dans le cas de Picard, on y croit, parce qu'il y a quelque chose de tellement fort entre Picard et ses clients que la notion de communauté ou d'ambassadeur, elle fait vraiment sens chez vous, pour le coup. Absolument, mais c'est... moi, je prends plaisir des fois à lire les réseaux sociaux où certains disent « Ah, ils ont annoncé la livraison à domicile toute France », mais je ne pense pas que ce soit vrai. Et ce sont les clients qui répondent en disant mais si, moi j'ai essayé, etc. Et les meilleurs défenseurs finalement de la marque, ce sont les clients qui sont attachés, qui trouvent effectivement une vraie relation, comme on disait, à la marque. Donc plus que jamais, à l'heure où finalement on fait plus confiance à sa tribu qu'on ne connaît pas, hein, une tribu de consommateurs plutôt qu'à son vendeur, eh bien on s'est dit que cette marque devait devenir effectivement plus inclusive et faire rentrer en tout cas le client dans ses recettes. C'est un savoir-faire assez gardé. S'adapter à un monde horizontal où on a moins la marque sachante et toute puissante qui déverse sa lumière vers... Oui, et on ne sait pas trop les produits sont faits où, ils sont faits comment, alors que moi je prends beaucoup de plaisir à raconter quand je suis invitée que la pièce centrale du siège, c'est une cuisine et elle est au-dessus de mon bureau. Et ça mijote tous les jours, ça déguste, ça cuisine, ça fait chauffer pour bien timer le bon temps à noter sur les packaging. Enfin, c'est juste remarquable. Et moi, je suis entourée de chefs cuisiniers, de nutritionnistes, d'ingénieurs agro. Et tout ça, on ne le raconte pas. Et pour autant, aujourd'hui, aller expliquer que finalement, ces recettes sont créées en interne, que la pièce centrale du siège, c'est une cuisine à l'heure où les Français ont repris plaisir. Effectivement, ils invitent même des chefs dans leur cuisine, hein, il n'y a qu'à voir pendant le confinement, etc. Eh bien, je pense qu'on a des choses à revendiquer, des choses à partager. Et ce que je me dis, c'est que finalement, et si on ne le fait pas nous, si on ne parle pas nous de notre marque de recettes, ben on va laisser la place à d'autres qui en parleront peut-être en plus mal. Donc, il est l'heure d'ouvrir les portes, en tout cas, et se décloisonner pour effectivement être dans ce co. Patrick. Une marque qui a 65 ans, c'est pas juste de la notoriété. Damar est connu par 97%, je crois, des Français comme marque. Tout notre défi, c'est d'en faire la marque préférée. Et ça passe par le produit, mais je partage tout à fait la vision de Cathy. Ça passe également par l'expérience humaine et montrer ce qu'il y a derrière le produit. Donc on a pas mal investi en réseaux sociaux, mais également en contenu sur les sites web, mais contenu disponible pour nos équipes également, pour montrer
où sont produits les différents produits. On a notre usine intégrée verticalement et on va partager avec nos clients comment tout ça se fait. On a lancé le chat, on a ouvert le chat il y a maintenant 3 ans. Bon, on est un acteur historique qui est fort présent dans la relation client, hein, VP6 depuis 60 ans. Et on se dit, bon, on va essayer le chat. C'est bluffant. On l'a ouvert et en 1 mois, on a des milliers de chats qui sont constamment ouverts. Et un des mérites pour nous de la crise de la pandémie qui vient de se passer, c'est l'accélération digitale. Et aujourd'hui, croire que le monde des seniors n'est pas digital, c'est une erreur énorme. Ils sont tous très digitaux. Et c'est assez bluffant de voir les discussions qui s'engagent via le chat. Donc on a dû de nouveau former nos équipes également pour gérer tout ça, gérer 3 conversations en même temps. Et l'émotion, le type de discours et d'interaction qu'on peut avoir, je crois vraiment que les nouvelles technologies comme le chat permettent de vraiment créer une marque forte. Et si je me permets les limites de la technologie, on a parlé il y a quelques années du chatbot. Pas chez nous, hein. Je pense que la technologie peut aider et on a les outils d'intelligence artificielle pour nous aider à mieux comprendre et cibler et profiler le client. Par contre, un chatbot, non. Il faut un humain qui connaît la cliente, qui connaît le produit, qui peut répondre. Et les questions qu'on a en chat sont très pointues, mais également l'émotion qu'il y a derrière. Mais est-ce que vous avez essayé le produit? Comment il est? La relation et l'échange, aujourd'hui, c'est plus juste le magasin, c'est plus juste le téléphone, c'est également le chat. Le sujet de marque, c'est toujours un sujet passionnant parce qu'il y a des éternels débats sur est-ce que c'est une marque, est-ce que c'est une enseigne, est-ce que c'est une marque produit, etc. Moi, ça m'a toujours passionnée et je pense que ce que tu disais dans ton introduction, c'est que moi, j'avais la conviction profonde à l'époque que Tati, et je le crois encore, hein, Tati était une marque patrimoniale fabuleuse et il s'était passé, et peu importe le niveau de gamme en fait. Et c'est vrai que moi, cette marque me touchait particulièrement parce qu'on y a investi beaucoup de cœur, beaucoup. Les équipes notamment, il y avait des équipes qui étaient là depuis 30, 40 ans dans le magasin de Barbès. Et Barbès, c'était lui-même une marque, d'ailleurs. Tati Barbès était lui-même une marque. Mais ce que je constate aujourd'hui, c'est que finalement, on a souvent ce débat de est-ce une marque, est-ce une enseigne? Il y a un petit complexe probable des CEO ou des équipes produits, des enseignes. Et je trouve ça dommage parce que finalement, le client, il ne se pose pas la question comme nous professionnels. Le client, on lui dit où est-ce que tu as acheté ton produit? Ben, j'ai acheté mon produit chez Gémeaux, chez Tati, chez Polka, chez Burton, chez Picard, chez Damar. Et finalement, le client, il s'en moque de ce débat, est-ce une marque ou pas? Je pense que ce qui est important, et je trouve que Cathy, tu le résumes bien, c'est avant tout, c'est le produit. Il se trouve que Picard a été une très, très belle réussite de marque produit. Et finalement, le client vient toujours à la base chercher un produit. Je ne sais pas à quelle fois tu me fais plaisir. Moi, c'est un de mes dadas. On en parlait avec Cathy tout à l'heure. Les consultants adorent répéter que maintenant, dans le commerce, tu comprends, le produit et le prix, on ne peut plus, qu'est-ce que tu veux. Il y a Amazon, c'est les mêmes produits, les mêmes prix partout, etc. Et que donc, dans le magasin est un lieu où il faut faire vivre des expériences. Et je suis désolé, en tant que consultant, je ne devrais pas dire ça, mais moi, je pense que c'est des conneries. Voilà. Je pense qu'on vient... Il n'y a pas plus simple comme magasin chez Picard. Hein. Je dis, il n'y a pas plus simple comme magasin chez Picard. C'est très épuré et comme expérience, très simple. Mais pour le coup, le produit est là. Et bien sûr que l'expérience doit être au rendez-vous, excellente, satisfaisante, à minima satisfaisante au sens de ne pas dire irritant, éventuellement enthousiasmante et inspirante si ça s'y prête, évidemment. Mais les gens ne viennent pas dans les magasins pour vivre une expérience. Les gens viennent dans les magasins parce qu'ils s'intéressent aux produits qui sont dans les magasins, bien entendu. Et toi, Nicolas, quand on te parle t'insistes énormément, et encore une fois, je trouve ça intéressant pour une boîte de tech, t'insistes énormément sur la relation via les équipes et la rencontre entre les équipes et les clients dans le point de vente. Au-delà de ça, qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que tu ressens sur la façon dont les marques et les enseignes, pour le coup, puisque tu as plein de clients dans la distrib, vraiment, travaillent leur relation en tant que marque, c'est-à-dire au-delà de ce qui se passe dans le magasin? Je vais revenir, je suis désolé sur l'humain, mais j'ai l'impression que
la marque essaie aussi je vais prendre le nouveau slogan d'Auchan. À la fin, ce sont toujours les gens qui font la différence. Alors, je ne sais pas si c'est exactement le terme, mais c'est les gens qui font la différence. Et je pense que la marque s'humanise. Donc, on y met derrière des équipes. On les met beaucoup plus en avant. Tu parlais du coup de vos publicités avec des gens. Et du coup, la marque doit être portée par ces équipes en magasin. Et je pense que plus on arrive à faire de tous ces collaborateurs, alors c'est un mot qui n'est pas très beau, mais une armée au service finalement de la marque et des ambassadeurs de cette marque, plus elle va rayonner. Et aujourd'hui, on connaît tous des gens qui travaillent chez Carrefour. Quand on est fier de sa marque, quand dans un dîner on en parle, etc., ça a une portée qu'on n'imagine pas. Il y a 90 000 collaborateurs Carrefour en France. Si chacun est fier de sa marque et la porte, ça donne une rayonnance encore plus forte. Donc je reviens sur l'humain. Ils sont les premiers ambassadeurs de la marque, donc il faut investir sur eux. Et on dit tous finalement d'une certaine façon qu'il faut garder la performance transactionnelle du commerce. Évidemment, on est quand même là pour vendre des produits, bon, de préférence, mais qu'il faut enrichir cette dimension-là par plus d'émotionnel. Alors on l'appelle émotionnel, on l'appelle relationnel, on l'appelle supplément d'âme, mais on dit la même chose. C'est possible de faire de l'émotionnel à distance ? Tu as commencé à répondre, par exemple, en parlant du chat ou des call centers intégrés. J'en suis convaincu. Je pense qu'il faut éviter de serrer. Ce n'est pas le à distance uniquement. Je crois que le commerce de demain, il sera via de multiples canaux. Et je crois très fort qu'on peut envoyer un SMS, recevoir une question par email, envoyer la cliente sur le site web qui ira en magasin par la suite. Et la technologie doit être au service d'un parcours client qui apporte de l'émotion. Un site web n'est pas que transactionnel. On doit également donner de l'envie. La qualité du contenu est un défi énorme dans le digital. On investit beaucoup d'argent dedans, dans de la vidéo, mais également dans la formation de nos équipes en chat pour que la conseillère qui soit devant son écran soit capable de répondre en chat, en live, directement avec la bonne photo ou la bonne vidéo qui va présenter le produit. Donc je crois qu'en effet, et l'émotion, un autre point, c'est également l'ouverture du colis. C'est un détail, mais quand vous achetez à distance, par Internet, par correspondance ou en magasin, parce que le produit n'est pas là, vous le faites livrer, et à un moment donné, vous allez recevoir le produit. Et on revient au produit, le moment où on ouvre la caisse ou le sac est un moment qui est important. C'est comment on fait cet emballage, comment le produit est présenté, comment on facilite un retour s'il y a un retour. Donc mettre le produit au cœur et apporter de l'émotion, c'est possible, je pense. On a parlé de quelques grands acteurs du e-commerce qui vont un peu éluder ce point-là, je pense. Et il y a moyen de faire de la vente omnicanale avec de l'émotion. L'unboxing est d'ailleurs une tendance de fond. Hein. Il y a énormément d'influenceurs qui se mettent en scène sur j'ouvre mon colis, tout le cérémonial de l'ouverture de colis. Donc il y a un enjeu effectivement sur la livraison et la qualité de la livraison avec une personnalisation pour le client quand c'est possible. Mais pour répondre à ta question, je pense que l'émotion, on peut l'avoir évidemment, encore une fois, en digital ou à distance en tout cas, à tous les niveaux de gamme. Sur Polka, on a évidemment fait des ventes en live, le téléphone. Alors là, pour le coup, avec assez peu de techno, on a fait vraiment un peu avec les moyens du bord. Donc dans le luxe, en fait, les collaborateurs sont énormément incentivés sur leur vente et sur le clienteling et sur l'accompagnement client. Et en fait, on se rend compte qu'ils sont allés plus vite que nous parce qu'ils voulaient absolument, quand vous avez 50% de votre salaire qui est finalement fait avec de la vente, vous vous débrouillez. Et en fait, elles se sont débrouillées toutes seules. Elles ont fait les ventes à magasins fermés avec leur portable et elles ne faisaient que des lives et de l'encaissement à distance par carte bleue. Donc c'était assez surprenant parce que ça venait même pas de la direction. Pour le coup, moi j'ai été moi-même dépassée. Ça venait vraiment des équipes où elles ont dit on vient avec nos portables et on fait nos ventes à l'international parce que Polka est une clientèle assez internationale et il n'y a plus de touristes. Pareil, au-delà de la fermeture des magasins, il n'y a plus de touristes. Donc il a fallu s'adapter et elles se sont adaptées, les vendeuses, plus vite que nous-mêmes. Donc ça, c'était assez surprenant.
Et en ce qui concerne Burton, on a un peu une problématique assez proche de Damar parce que la cliente est âgée. La cliente a entre 50 et 60 ans. Et elle n'est pas forcément aussi agile que les jeunes générations sur les outils digitaux. Et on a effectivement ouvert la commande par téléphone, ce qui était assez nouveau pour le coup. C'est-à-dire qu'on avait le web et on avait le magasin, mais on n'avait jamais vraiment ouvert le téléphone. Et en fait, la vente par téléphone, accompagnée évidemment du site, mais d'accompagner le clic par le téléphone, a également généré de l'émotion auprès des clients parce qu'ils étaient contents qu'on leur explique et qu'on les accompagne jusqu'à la transaction. Voilà. Et Cathy, je crois que tu as déjà répondu sur tout ce que tu vas faire pour que ta marque devienne plus émotionnelle à distance. J'aime bien l'anecdote des vendeuses qui se débrouillent pour adopter les technologies, les outils digitaux, faire du live shopping à laquelle la DG n'avait pas pensé. J'aime bien l'anecdote. C'est assez satisfaisant. Et de voir que la DG le reconnaît d'ailleurs, c'est tout aussi satisfaisant. Nicolas, peut-être un mot de la fin sur ce que tu vois encore une fois. Je pense peut-être pour résumer, enfin de ce que j'entends et qui sont assez liés à nos convictions, c'est que je pense que pour faire la différence, il faut créer de l'émotion. Pour créer de l'émotion, il faut créer de l'interaction. Et plus on interagit avec ses clients, plus on se donne des moments d'interaction, plus on peut faire la différence par rapport à la concurrence et au marché. Ben voilà. Merci de cette table ronde. Je pense que c'était intéressant. Et on voit bien, avec des secteurs et des problématiques très différentes, qu'à un moment donné, on peut arrêter de se payer de mots et de se faire plaisir sur la relation client, les équipes, etc. Y a des gens qui le font, il y a des moyens de le faire. Et c'est le sujet, sur tous ces sujets bien intentionnés ou sur tous ces lieux communs bien pensants, l'enjeu, c'est pas de le dire. L'enjeu, c'est de le faire, de l'inscrire dans l'ADN, dans les process, dans les modes de management, dans la culture de l'entreprise. Et pour le coup, une fois qu'on aura réussi à faire ça, l'avenir est ouvert. Merci. 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 Bonne soirée. Et donc voilà la fin de ce Retail Project 2021. Michel, je suis sûr que tu auras un petit mot à nous dire sur les prochaines étapes de la vie de Diamart Connect et sur les prochains événements. Merci, bonne soirée. Alors la journée ne serait pas complète si on ne concluait pas sur un remerciement ou plusieurs remerciements. Je vais commencer par mon équipe, l'équipe Diamart Connect. Amélie qui était aux coulisses et dans l'organisation depuis des semaines, voire des mois, on va dire. Ça fait longtemps qu'on prépare ça. Donc Amélie, responsable événementiel, a vraiment assuré la logistique sans couture de cet événement. Stéphanie, que vous connaissez, en tout cas si votre partenaire est retailer, vous l'avez eu au téléphone, vous lui avez parlé, elle a organisé les rendez-vous d'une main de maître et ce n'est pas fini. Iman, notre cinéaste, la championne du montage vidéo, qui nous a fait des merveilles, des miracles même parfois. Et puis Salimata, la communication, qui vous a communiquer tous les éléments, photos, textes, etc., qui a assuré également l'animation des sites. Voilà, pour l'équipe Diamart Connect. Je vais aussi remercier évidemment nos partenaires, les speakers, cela va sans dire. Ils étaient exceptionnels aujourd'hui et nos partenaires, je vais les citer à nouveau, en tout cas vous les voyez à l'écran, Miracle, One Scott Talk, Critizer, Adyen, CGI, Content Square, Onet, Conversant, Get Feedback, CrossScan, Fluent Commerce, Vertigo, Armis, Strategir, Fairpection, Vitex, Zebra, SimilarWeb, Zendesk et Pricer, et sans oublier évidemment Cap Digital qui nous accueillait aujourd'hui dans ces magnifiques locaux de Paris. Voilà, alors pour conclure, je vous donne rendez-vous sur nos prochains événements. Dans l'immédiat, on va vous annoncer quelques webinars dans les prochaines semaines. Et puis, on va se retrouver le 23 novembre. Alors, notez cette date dans vos agendas. Notez-la maintenant, le 23 novembre,
c'est Connect Lille, notre nouvel événement lillois. Vous connaissiez le Connected Day. Eh bien, Connect Lille prend la relève du Connected Day avec le même esprit de convivialité propre à la région Nord. On sera à la Cité des Échanges à Lille et je peux vous donner même un scoop en avance de phase. On a déjà commencé le programme. On a aussi des super speakers prévus sur cet événement du 23 novembre, dont Michel-Édouard Leclerc. On vous donne donc rendez-vous au plus tard le 23 novembre à Lille et en personne cette fois pour un événement présentiel, ça fera du bien. Et puis je vous remercie à tous de votre attention aujourd'hui. À très bientôt.